Urge, Yaoundé en alerte, un vice-président imposé en urgence pour préparer l'après-Biya. Introduction. Quand le tambour change de rythme au village, même les sourds sentent que quelque chose ne va pas. Mes chers compatriotes, il y a des moments dans l'histoire d'un pays où tout semble calme, mais en réalité, tout est déjà en train de basculer. Aujourd'hui, ce moment est peut-être arrivé. Yaoundé est en ébullition. Les couloirs du pouvoir chauffent plus que le soleil de Maroua à midi. Et pendant que le peuple cherche encore à comprendre, là-haut, on est déjà en train de réorganiser la suite. Urge, l'Assemblée nationale pourrait instaurer le poste de vice-président, dès ce lundi. Et au Cameroun, quand une décision aussi lourde arrive en urgence. Ce n'est jamais pour arranger les papiers. C'est que quelque chose de très sérieux est déjà en marche. Alors dites-nous en commentaire dès maintenant. Selon vous, cette vice-présidence est-elle une solution, ou un plan caché pour préparer la succession? Parce que ce que vous allez entendre aujourd'hui, ce n'est pas une simple réforme. C'est peut-être le début d'un changement silencieux du pouvoir au Cameroun. Ne partez surtout pas, car ce reportage va vous plonger dans un monde de calculs, de stratégies et de secrets bien gardés. Ici, chaque mouvement compte, chaque détail a un sens, et rien n'est laissé au hasard. Ce n'est pas juste une annonce politique. C'est une pièce du puzzle qui pourrait redéfinir tout ce que vous pensiez savoir sur le fonctionnement du pouvoir au Cameroun. Avant d'entrer dans le vif du sujet, prenez une seconde pour aimer cette vidéo, vous abonner et activer la cloche de notification. Parce que sur Kamé News, on ne vous sert pas l'actualité fade comme de l'eau sans sucre. Ici, on vous donne l'information bien chaude, bien épicée, et surtout sans maquillage. Alors restez bien avec nous, parce que ce que vous allez découvrir aujourd'hui, ce n'est pas banal. Partie 1, la vice-présidence, quand Yaoundé prépare l'avenir sans le dire. Mes chers compatriotes, au Cameroun, il y a une chose qu'il faut comprendre très tôt. Les grandes décisions ne font jamais de bruit, mais leurs conséquences font trembler tout le pays. Aujourd'hui, dans les couloirs bien climatisés de Yaoundé, là où même les secrets ont des gardes du corps, une idée circule, doucement, tranquillement, mais avec insistance. Créer un poste de vice-président. Ah! À première vue, ça peut sembler simple, hein. Comme ajouter une chaise autour de la table. Mais au Cameroun, ajouter une chaise, c'est souvent parce que quelqu'un prépare déjà qui va s'asseoir dessus. Et là, il faut poser la vraie question. Pourquoi maintenant? Parce que pendant des décennies, ce poste n'a jamais existé. Le système fonctionnait comme ça, sans vice-président, sans problème apparent. Et subitement, on se réveille. On dit, tiens, si on créait un vice-président? Non, ici, il ne faut pas être naïf. Comme on dit chez nous. Quand le léopard commence à marcher doucement, ce n'est pas pour fuir, c'est pour mieux sauter. Cette réforme, mes chers frères et sœurs, ce n'est pas un simple ajustement administratif. C'est une préparation stratégique de l'après. Oui, on ne le dit pas ouvertement. Mais tout le monde le sait. Dans les salons feutrés, dans les bureaux fermés, dans les discussions à voix basse. Une seule question circule. Et après? Parce que même si le sujet reste sensible, même si personne ne veut en parler publiquement, le temps politique, lui, avance. Et le pouvoir camerounais a une particularité. Il n'aime pas les surprises. Donc au lieu d'attendre que les choses arrivent, on préfère les organiser. Et c'est là que la vice-présidence devient intéressante. Parce que dans ce modèle, ce n'est pas le peuple qui choisit directement cette personne. Non. C'est le président lui-même. Ah. Là, on commence à comprendre. Donc on crée un poste. Mais on garde le contrôle de qui y accède. Traduction version quartier. Je prépare mon remplaçant, mais c'est moi qui choisis qui peut s'asseoir à côté de moi. Et ça, mes chers compatriotes, c'est du génie politique. Parce que ça permet quoi? D'éviter les guerres internes. De calmer les ambitions trop visibles. De structurer la succession sans conflit. C'est comme organiser une fête. Mais en décidant à l'avance qui va danser, qui va manger, et qui va juste regarder. Mais attention. Ce genre de stratégie, ce n'est pas seulement pour gérer l'avenir. C'est aussi pour gérer le présent. Parce qu'au Cameroun, le pouvoir, ce n'est pas seulement une fonction. C'est un équilibre.
Un équilibre entre régions. Entre élites. Entre intérêts. Entre alliances. Et quand cet équilibre commence à bouger, il faut agir. Donc la vice-présidence devient une sorte de pièce d'ajustement politique. On peut l'utiliser pour récompenser une fidélité, consolider une alliance, apaiser une tension, envoyer un message. Bref, c'est une carte très puissante dans le jeu. Mais comme toujours, il y a une autre face. Parce que créer ce poste, c'est aussi ouvrir une nouvelle bataille, silencieuse, mais réelle. Et oui. Parce que maintenant, tout le monde commence à se poser la question. Qui va être choisi? Qui est assez proche? Qui est assez fiable? Qui peut être contrôlé, sans devenir trop puissant? Et là, mes chers compatriotes, les calculs commencent. Les alliances se reforment. Les stratégies s'ajustent. Les ambitions se réveillent. Même ceux qui disaient « je ne suis pas intéressé » commencent à bien s'habiller. Parce qu'au Cameroun, on peut dire qu'on ne cherche pas le pouvoir. Mais si le pouvoir te cherche, il faut être présentable. Et pendant ce temps, le peuple observe. Certains disent « c'est une bonne chose, ça peut stabiliser le pays ». D'autres disent « on connaît déjà ce film, ça ne va rien changer ». Et d'autres encore, regardent ça comme un match de football. Ils veulent juste voir qui va gagner. Mais au fond, la vraie question est plus profonde. Est-ce que cette vice-présidence va vraiment transformer le système? Ou est-ce qu'elle va simplement renforcer ce qui existe déjà? Parce que créer un poste, ce n'est pas changer un pays. Ce qui change un pays, c'est comment ce poste est utilisé. Et là, tout reste ouvert. Mais une chose est sûre. Le Cameroun est en train de se préparer à quelque chose. Quelque chose de grand. Quelque chose de stratégique. Quelque chose qui peut redéfinir l'avenir politique du pays. Et comme on dit chez nous, pour finir cette partie. Quand le chef commence à déplacer les chaises, ce n'est pas pour jouer, c'est que la réunion sérieuse va commencer. Partie 2, le dossier anglophone, comment une crise devient une carte politique majeure. Mes chers compatriotes. Au Cameroun, il y a des sujets qu'on ne traite pas à la légère. Et le dossier anglophone, celui-là, c'est comme le piment dans le hencuit, si tu touches mal, tu peux pleurer devant tout le monde. Depuis des années, cette crise est là, installée, enracinée, presque devenue une habitude nationale. On s'est même habitué à entendre parler de tensions, de revendications, de combats, comme si c'était un bulletin météo. Mais derrière cette fatigue collective, il y a une réalité plus profonde. Le dossier anglophone est devenu l'un des leviers politiques les plus puissants du pays. Oui, vous avez bien entendu. Parce qu'aujourd'hui, résoudre cette crise, ce n'est pas seulement ramener la paix. C'est aussi redessiner les équilibres du pouvoir. Et c'est là où la fameuse vice-présidence entre en scène, comme un acteur principal dans un film qu'on croyait déjà terminé. Regardons bien. Depuis 1972, le Cameroun fonctionne avec un système très centralisé. Tout remonte à Yaoundé, et tout redescend selon la volonté du sommet. Mais avec la crise anglophone, ce modèle a montré ses limites. Les frustrations ont grandi, les incompréhensions aussi, et finalement, la situation a explosé. Alors aujourd'hui, que propose-t-on? Donner une place visible au sommet de l'État. Créer un symbole fort de représentation. Montrer que, oui, on a entendu. Et quoi de mieux qu'un poste de vice-président pour ça? Sur le papier, c'est beau hein. C'est comme dire. On vous a peut-être oublié pendant longtemps, mais maintenant, on vous donne une chaise à la table. Mais comme on dit chez nous. Ce n'est pas parce qu'on t'invite à la table que tu vas manger la viande. Parce que la vraie question, la vraie, c'est celle-ci. Est-ce que ce vice-président aura un vrai pouvoir? Ou bien ce sera juste une belle photo sur les affiches officielles? Et là, les Camerounais ne sont plus naïfs. Ils savent que dans notre système, le pouvoir ne se partage pas facilement. Il se gère, il se protège, il se contrôle. Donc cette vice-présidence peut être deux choses. Une vraie ouverture politique. Ou un outil de stabilisation stratégique. Et soyons honnêtes, pour beaucoup d'observateurs, on penche plus vers la deuxième option. Parce que cette réforme arrive à un moment très précis. Quand la pression internationale augmente.
Quand la crise dure trop longtemps. Quand l'économie commence à souffrir sérieusement. On parle de centaines de milliards perdus chaque année. Des régions entières paralysées. Des populations fatiguées. Donc oui, il faut agir. Mais agir comment? Au Cameroun, on ne se précipite pas. On observe, on calcule, et ensuite on bouge doucement. Comme le lézard sur le mur. Ça avance lentement, mais ça ne tombe pas. Et là, la stratégie semble claire. Apaiser sans céder complètement. Donner sans perdre le contrôle. Ouvrir sans fragiliser le système. C'est un équilibre très délicat. Parce que d'un côté, il faut rassurer les populations anglophones. De l'autre, il faut éviter de créer un précédent qui pourrait inspirer d'autres revendications ailleurs. Et oui, parce que si aujourd'hui on donne trop, demain, d'autres régions peuvent dire. Nous aussi on veut notre part. Et là, bonjour les problèmes. Donc la vice-présidence devient une sorte de solution calculée. Suffisamment forte pour calmer les tensions. Mais suffisamment contrôlée pour ne pas bouleverser le système. C'est du dosage politique, comme quand on met le sel dans la sauce. Trop peu, ça ne passe pas. Trop, ça gâte tout. Et dans cette histoire, il y a aussi les alliances politiques. Parce que ce poste pourrait servir à quoi encore? Consolider certaines régions stratégiques. Récompenser des fidélités. Préparer des équilibres électoraux futurs. Bref, ce n'est pas seulement une réforme. C'est un outil multifonction du pouvoir. Et pendant ce temps, le peuple regarde. Certains espèrent une vraie solution. D'autres restent sceptiques. Et beaucoup se demandent simplement. Est-ce que cette fois-ci, ça va vraiment changer quelque chose? Parce que soyons francs. Au Cameroun, on a déjà vu beaucoup d'annonces. Beaucoup de promesses. Beaucoup de grandes décisions historiques. Mais au final, le quotidien des populations ne change pas toujours. Et ça, c'est le vrai test. Parce que peu importe la beauté des réformes. Si sur le terrain rien ne change, alors ce sera juste une autre page dans les discours. Mais attention. Il ne faut pas non plus minimiser ce qui se prépare. Parce que si cette vice-présidence est bien utilisée, elle peut devenir un véritable tournant. Un point de départ vers plus d'inclusion. Plus d'équilibre. Plus de stabilité. Mais si elle est mal utilisée, elle peut devenir un simple outil politique de plus. Un symbole vide. Une solution temporaire à un problème profond. Et comme on dit chez nous, pour finir. Même si tu mets un beau couvercle sur la marmite, si le feu est fort, ça va déborder. Donc oui, le dossier anglophone est aujourd'hui au centre du jeu. Oui, il influence les décisions au sommet. Oui, il est devenu une clé stratégique pour l'avenir du Cameroun. Mais la vraie question reste entière. Est-ce qu'on est en train de résoudre le problème? Ou simplement de mieux le gérer? Et ça, mes chers compatriotes, c'est l'histoire qui va nous répondre. Partie 3, Ayuk-Tab du « danger d'État » ou « partenaire possible ». Le virage qui fait tousser Yaoundé. Mes chers compatriotes, ici, on entre dans une zone très sensible. Parce que ce qui se joue autour de Siziku Ayuk-Tab, ce n'est pas seulement une affaire de justice, c'est une gymnastique politique de haut niveau, version Cameroun où même les lois peuvent faire demi-tour sans klaxon. Revenons un peu en arrière. Depuis 2018, le nom d'Ayuk-Tab, c'était quoi? C'était le symbole du bras de fer. Le symbole de la contestation. Le symbole du « on ne discute pas avec ça ». Un homme arrêté dans des conditions déjà contestées, jugé par un tribunal militaire alors que c'est un civil, condamné au terme d'un procès marathon, sans ses avocats, avec une amende qui fait même peur aux milliardaires. Bref, une affaire qui, même sans être juriste, te fait dire. Il y a quelque chose qui ne sent pas bon ici. Et puis, bam. Mars 2026. La Cour suprême arrive tranquillement, comme quelqu'un qui entre dans une réunion en retard, et dit. Finalement, on va revoir tout ça. Ah. Le Cameroun. Donc ce qui était béton devient soudainement sable. Ce qui était définitif devient discutable. Et ce qui était fermé, commence à s'ouvrir doucement. Mais encore une fois, la vraie question n'est pas ce qui se passe. La vraie question c'est. Pourquoi ça se passe maintenant? Parce que soyons sérieux une minute.
Pendant des années, on a laissé ce dossier là dormir. Et subitement, au moment où on parle de réforme constitutionnelle, au moment où la vice-présidence apparaît dans les discussions, au moment où le pays cherche une solution à la crise anglophone, on décide de corriger les erreurs? Non, ici on ne corrige pas seulement. On prépare quelque chose. Et là, Ayuk-Tab devient, comment dire ça? Non plus un problème à éliminer, mais un élément à repositionner. Oui, vous avez bien entendu. Dans les calculs politiques, il y a des moments où ton adversaire d'hier devient ton outil d'aujourd'hui. Comme on dit chez nous. Quand la pluie tombe trop fort, même le serpent et la grenouille cherchent le même trou. Aujourd'hui, pour parler de paix crédible dans les régions anglophones, il faut quoi? Des symboles. Des figures reconnues. Des interlocuteurs légitimes. Et qu'on le veuille ou non, Ayuk-Tab fait partie de ces figures. Donc le pouvoir est face à un dilemme simple. Soit tu le gardes en prison, et la crise continue. Soit tu le remets dans le jeu, et tu reprends le contrôle du dialogue. Et devinez ce qui est le plus stratégique? Exactement. Mais attention. Ce n'est pas un retour libre, genre, viens comme tu es. Non non non. Au Cameroun, même quand on t'ouvre la porte, il y a toujours quelqu'un derrière qui regarde comment tu marches. Donc ce qui se prépare, ce n'est pas juste une libération. C'est une réintégration contrôlée. On peut requalifier les faits. On peut réduire les charges. On peut parler d'intérêt national. On peut même aller jusqu'à une amnistie. Mais tout ça, c'est dans un seul objectif. Ramener le dossier anglophone dans un cadre politique maîtrisé. Et là, on entre dans un autre niveau. Parce que si Ayuk-Tab sort, il ne sort pas seulement comme un homme libre. Il sort comme un signal politique. Un message envoyé aux populations anglophones, à la communauté internationale, aux partenaires diplomatiques. Le message est simple. On est prêt à avancer, mais à notre manière. Et c'est là où le génie politique camerounais entre en jeu. Parce que au lieu de céder sous pression, on transforme la pression en opportunité. Mais soyons honnêtes, tout ça reste fragile. Parce que dans ce genre de situation, si la population n'y croit pas, ça ne marche pas. Si les anciens détenus refusent le jeu, ça bloque. Si les groupes armés ne suivent pas, ça complique. Donc oui, la stratégie est intelligente. Mais elle n'est pas sans risque. Et puis il y a une autre question, très importante. Est-ce qu'on veut vraiment résoudre la crise, ou simplement la rendre plus calme? Parce que calmer, ce n'est pas résoudre. Et au Cameroun, on a souvent cette spécialité. Mettre le problème sous le tapis, et appeler ça la paix. Mais comme on dit chez nous, le feu qui couve sous la cendre peut encore brûler la maison. Donc oui. Ayuk-Tab peut devenir un pont. Oui, il peut jouer un rôle dans la réconciliation. Oui, il peut faciliter le dialogue. Mais seulement si tout ça est fait dans la sincérité. Pas seulement dans la stratégie. Sinon, on va juste changer les acteurs. Et laisser le scénario intact. Et ça, mes chers compatriotes, le peuple commence à comprendre ce genre de choses. Partie 4, le grand plan, comment on change tout? Sans rien changer. Mes chers compatriotes, prenons maintenant un peu de recul. Parce que ce qui se joue ici, ce n'est pas une simple réforme, c'est du travail de précision politique, du genre où même les moustiques d'étoudis demandent d'abord l'autorisation avant de voler. Regardez bien le film. On parle de créer un poste de vice-président. On revoit les dossiers judiciaires sensibles. On ouvre doucement la porte aux leaders anglophones. On prépare une visite du Vatican. Et ça fait beaucoup de coïncidences pour un seul pays, non? Au Cameroun, quand tout commence à s'aligner comme ça, sachez que ce n'est plus la pluie, c'est quelqu'un qui arrose. En réalité, ce qu'on observe, c'est une stratégie très fine, presque invisible pour celui qui regarde seulement les titres. Mais pour ceux qui comprennent le langage du pouvoir, c'est clair comme l'eau de roche. On est en train de réorganiser la maison sans réveiller les voisins. Parce que oui, le vrai défi ici, ce n'est pas de changer le système. Le vrai défi, c'est de le faire évoluer sans jamais perdre le contrôle. Et là, il faut reconnaître une chose. Le pouvoir camerounais ne joue pas au draft, il joue aux échecs.
Chaque mouvement est calculé. La vice-présidence? C'est la pièce maîtresse. Une fonction qui peut servir de pont, mais aussi de filtre. La libération des leaders anglophones? C'est le geste d'apaisement, mais aussi un moyen de ramener tout le monde dans un terrain contrôlé. La réforme constitutionnelle. C'est la clé qui permet de verrouiller tout ça dans la légalité. Donc pendant que le peuple pense qu'on ouvre le jeu, en réalité, on redéfinit les règles. Comme on dit chez nous. On t'invite à jouer, mais c'est nous qui avons fabriqué le terrain. Maintenant, parlons franchement. Pourquoi tout ça maintenant? Parce que le temps politique, lui, n'attend pas. Même si personne ne le dit à haute voix, tout le monde à Yaoundé sait une chose. L'après-Biya se prépare déjà. Et dans ce genre de moment, il y a deux options. Laisser le système exploser avec des luttes internes. Ou organiser une transition douce, contrôlée, maîtrisée. Devinez ce que le Cameroun a choisi? Exactement. On est dans une logique de transition sans rupture. Un changement sans révolution. Une évolution sans bouleversement. Mais attention, c'est là où ça devient intéressant. Parce que dans ce genre de stratégie, tout le monde ne gagne pas. Certains vont être intégrés. D'autres vont être neutralisés. Et d'autres encore, vont simplement disparaître du jeu sans bruit. Au Cameroun, on ne chasse pas toujours quelqu'un du pouvoir. Parfois, on le laisse juste comprendre tout seul qu'il n'est plus dedans. Et pendant ce temps, le peuple regarde. Il espère. Il analyse. Il commente. Mais il ne voit pas toujours les fils invisibles qui tirent les marionnettes. Et pourtant, qui va devenir vice-président? Est-ce que ce poste sera un vrai pouvoir, ou juste un siège décoratif climatisé? Est-ce que la crise anglophone va réellement trouver une solution, ou simplement changer de forme? Voilà les vraies questions. Parce qu'au final, mes chers frères et sœurs, le Cameroun est en train de jouer un match très délicat. Un match entre stabilité et changement. Entre contrôle et ouverture. Entre paix réelle, et paix stratégique. Et comme on dit chez nous, avec tout le respect. Quand le chef coupe la viande, même l'os doit sourire. Donc oui, on peut voir dans tout ça une avancée. Mais on peut aussi y voir une réorganisation intelligente du pouvoir pour qu'il reste, là où il a toujours été. Et ça, seuls les prochains mois vont nous dire si c'est du génie politique. Ou simplement du recyclage bien emballé. Conclusion. Aujourd'hui, le Cameroun est peut-être à un tournant, un vrai. Entre réforme politique, stratégie de paix et calcul de succession, une nouvelle page pourrait s'écrire. Mais la vraie question reste. Est-ce que cette réforme va vraiment changer le pays, ou simplement changer les acteurs du même système? Dites-nous en commentaire. Pensez-vous que la vice-présidence peut résoudre la crise anglophone? Ou est-ce encore une stratégie pour contrôler la transition politique? Si vous avez aimé cette analyse, n'oubliez pas de liker, partager et surtout vous abonner à Kame News. Parce qu'ici, on ne vous raconte pas seulement l'actualité. On vous explique ce que les autres préfèrent taire.